Le verre à moitié plein, le podcast du tourisme durable. Bonjour à toutes et à tous, on lance aujourd'hui la deuxième saison du podcast Le verre à moitié plein. Merci d'être aussi nombreux. Cette saison, un nouvel épisode sera publié un vendredi sur deux, toujours pour parler de tourisme durable. Alors, quelques nouveautés, nouveaux visuels, plus d'invités, plus d'interactivité, mais l'objectif reste le même, rencontrer, échanger avec des personnes engagées qui nous inspirent. Ensemble, nous trouverons les pistes d'un tourisme plus durable. Bonjour et bienvenue dans ce premier épisode de la deuxième saison du verre à moitié plein. C'est un plaisir de vous retrouver après un mois sans podcast. Donc on débute la saison par un spécial rentrée où on vous présente une application de challenge écologique à jouer entre amis, en famille et même avec ses collègues. Alors pour participer à ce jeu, nous sommes en compagnie de 3 invités. Marie, qui est campus manager chez Atome, une communauté d'entreprises à Toulouse. Bonjour. Yulia, qui est chargée d'études marketing et label RSE chez Guidap, qui est un logiciel qui aide à la gestion des bases et des parcs de loisirs. Exactement. Oui. Et puis notre expert, Christian, qui est le cofondateur de l'application Ma Petite Planète, et qui sera là pour nous expliquer le concept de l'appli et puis pour nous guider dans le challenge en nous apportant toutes ses connaissances sur l'écologie. Donc bienvenue tout le monde. Merci. Donc on va pas jouer en réalisant les challenges de l'application parce que vous le comprendrez tout à l'heure, mais c'est un petit peu compliqué en podcast. Par contre, on a créé 14 questions qui sont inspirées des défis de la dernière édition du jeu. Donc chaque question correspond à une thématique en lien avec la durabilité, alimentation, déchets, énergie, etc. L'objectif est très simple, prendre soin de la planète et en apprendre plus sur le développement durable en s'amusant. Mais avant de commencer à jouer, Christian, j'ai quelques petites questions à te poser sur Ma Petite Planète pour mieux comprendre ce qui nous attend. Oui. Du coup, il y a 3 types de jeux, donc grand public, scolaire et entreprise. Concrètement, comment ça se passe une partie si on a envie de jouer avec ses collègues, amis? Il y a 2 types d'éditions, effectivement. Donc l'édition scolaire qui est à destination des enseignants pour faire jouer leurs élèves et l'édition adulte, donc qui est à destination du grand public et des entreprises. Donc pour jouer le plus simple, la prochaine c'est le 26 septembre. Donc je vais inviter tous les auditeurs et les auditrices à télécharger dès maintenant l'application Ma Petite Planète et de créer ce qu'on appelle une ligue dans laquelle on va se challenger autour de défis écologiques. D'ici là, vous pouvez créer votre ligue, regarder tous les défis qui sont proposés et ensuite, pendant les 3 semaines d'édition, l'objectif c'est de valider un maximum de défis pour la planète pour faire avancer son équipe et marquer un maximum de points. Donc les défis, ils se font dans la vraie vie, donc ça va être aller au travail à vélo par exemple, faire ses courses en vrac, ça va rapporter des points, donc je le valide dans l'application et ça fait progresser mon équipe. Donc voilà, c'est assez simple la façon de jouer, parlez-en autour de vous, créez un groupe et ensuite lancez une ligue sur l'application Ma Petite Planète. Mais du coup, comment on fait pour prouver qu'on a fait le défi? Est-ce que c'est pas facile de mentir? Si, c'est assez simple de mentir, c'est possible. Après, on a quand même ajouté un système de preuves pour la plupart des défis. Donc, je prends mon exemple d'aller au travail à vélo pendant toute la semaine. On demande une photo pour prouver que je suis allé au travail à vélo. Et donc ça, je l'envoie sur la conversation de ligue. Donc souvent, ça va être un groupe WhatsApp ou pour ceux qui jouent en entreprise, une conversation Slack ou Teams sur laquelle on vient déposer les preuves des défis qu'on a réalisés. Et donc, il y a une sorte de validation entre pairs qui valide que le défi a bien été réalisé et donc je mérite de remporter les points associés. Et maintenant, donc avant de commencer à jouer, est-ce que tu peux nous donner 3 bonnes raisons de se lancer du coup dans l'aventure Ma Petite Planète? Plusieurs très bonnes raisons. Alors, je commencerai par quelque chose qui n'est pas forcément évident sur Ma Petite Planète, mais en fait, on va vivre une expérience marrante. C'est un moment sympa qu'on vit avec donc ses amis, sa famille ou ses collègues. Donc pour ses collègues, c'est un team building. Donc l'objectif, c'est de se rapprocher et de faire connaissance les uns les autres. Ensuite, un deuxième argument, c'est qu'on va réaliser des défis écologiques. Donc on va réellement passer à l'action et on va comprendre pourquoi. Donc il y a tout un volet aussi qui est de comprendre mon impact. Donc pour chaque défi, on vient expliquer pourquoi ce défi il est important et il y a des défis directement aussi sur
ce qu'on appelle la montée en compétences, donc qui vont être écouter un podcast, assister à une conférence, etc. Donc il y a tout cet aspect-là en fait de comprendre son impact. Et enfin, je dirais qu'une bonne raison de jouer, ça va être, on a déjà vu le cas, si vous êtes très compète, et ben il y a des gens qui sont pas très écolos, mais ils jouent à Ma Petite Planète et ils se disent ouais, ok, là j'ai envie de gagner, et donc ils se surpassent et ils comprennent que voilà, il y a pas mal de choses à faire. Ils s'amusent en jouant à Ma Petite Planète. Ok, trop bien. On va maintenant place au jeu. Marie et Julia. Donc je vais vous poser une question, vous y répondez, et puis après Christian nous explique la réponse. Et puis après, vous pouvez évidemment participer au challenge associé si vous avez envie de le faire chez vous. Ok. Vous avez des questions? C'est clair, très clair. Très clair, ok. Alors la première question, c'est une question alimentation. Donc on le sait, on jette et on perd beaucoup de nourriture. En France, on dit que le gaspillage alimentaire, ça représente 10 millions de tonnes de produits par an. Mais est-ce que vous sauriez deviner le pourcentage de l'alimentation mondiale qui finit à la poubelle? 60%. Ok. Moi, je dirais qu'un tout petit peu moins, entre 30 et 40. Ok. Alors, quelle est la réponse? C'est pas mal. C'est un tiers des aliments qui finit à la poubelle. On a pas mal de progrès à faire sur ce point-là. C'est ce qu'on met en avant dans l'application avec un défi qu'on appelle Save Me Please. Et en fait, le principe de ce défi, c'est d'acheter un produit périssable sous 2 jours ou déjà périmé, ou encore un fruit ou un légume qui est un peu moche, imparfait, qui en fait ne serait pas acheté parce qu'on a un peu l'habitude d'acheter des fruits et les légumes pour être tout beau, tout parfait. Et du coup, ce défi-là, il permet d'éviter ce gaspillage alimentaire. Et on met en avant pas mal d'initiatives qui permettent de réaliser ce défi, notamment les applications Phoenix et Too Good To Go, donc qui permettent de récupérer directement chez le commerçant des paniers qui auraient fini à la poubelle. En plus, c'est génial, le concept de Too Good To Go, j'ai déjà utilisé et j'étais super contente. On voit de plus en plus aussi maintenant dans les grandes surfaces, il y a des frigos spécifiques avec les aliments, avec une date de péremption très très proche ou déjà passée. Ouais. De plus en plus de gens, j'ai l'impression, commencent à consommer ce genre de produits aussi, puis c'est financièrement plus avantageux. C'est beaucoup moins cher. Ouais. Ouais. Ben, du coup, en parlant de déchets, la prochaine question, ça parlait de course en vrac. Donc, est-ce que vous avez des tote bags? Oui. Ok. Donc, ma question, c'est la suivante. Est-ce que vous pensez que faire ces courses en vrac avec un tote bag, ça permet de faire du zéro déchet? Alors... Je suppose que oui, quand même. On utilise moins d'emballage plastique proposé par les producteurs, par exemple. Ça évite de surproduction de plastique et tout le reste. Et tout dépend, si tu viens avec tes propres tote bags que tu réutilises à chaque fois, oui. Mais si tu réutilises de nouveaux tote bags à chaque fois, je sais que ça consomme énormément de fabriquer des tote bags. Effectivement, je me permets de poser une question. À votre avis, combien de fois il faudrait réutiliser un tote bag pour compenser en fait son empreinte? Allez, lancez-vous au hasard, sinon. Allez, 1000 fois. Je sais pas, non, peut-être pas autant. Allez, on va dire, je vais couper la porte en deux. 500 fois. D'après plusieurs études, il faudrait le réutiliser 7000 fois. Ah oui. Oh là là. Ouais, donc si on le perd au bout d'une semaine, en général, on l'a pas utilisé 7000 fois, notre tote bag. Mais ça, c'est d'un point de vue carbone. Donc effectivement, d'un point de vue carbone, il faudrait réutiliser 7000 fois. Par contre, si on regarde d'un point de vue déchets et déchets plastiques, il y a un énorme intérêt à faire ces courses en vrac. Et donc c'est pour ça qu'on le met en avant, nous, dans l'application. S'habituer à faire ces courses sans emballage plastique, du moins, ça a un impact énorme sur tout le plastique qui peut se retrouver dans les océans ou dans des énormes décharges en Afrique ou en Asie. Ok. Intéressant. Question à mobilité. Est-ce que vous avez une idée de la quantité de CO2 que peut émettre un trajet de 20 km à vélo? À vélo, très peu. Très peu. Ok. Si, il doit y avoir forcément un peu, mais... Fait 0, 1,0. Ouais, très peu à mon avis. Okay. Allez, on va dire moins de... Allez, 1 kilo. 1 gramme. Non, allez. 200 grammes. 500 grammes. Qui dit mieux? Allez. Non, mais c'est ça, c'est très très faible. Nous, on le met même à 0. En gros, ça émet 0 kg de CO2 d'utiliser la force de ses jambes
et le vélo pour avancer. Donc juste sur l'utilisation. Donc il y a la fabrication du vélo, mais qui est a priori assez négligeable, notamment quand c'est un vélo non électrique. Et si on compare à la voiture c'est 3,8 kg pour un trajet de 20 km du coup. Le vélo c'est très connu, mais c'est un moyen essentiel pour se déplacer. Donc voilà, nous on le met en avant dans les défis, donc faire 20 km à vélo, et on propose aussi d'aller au travail à vélo. Il y a de plus en plus de solutions. Là, il y a une boîte dans l'écosystème toulousain là, qui s'appelle Nuvo, qui propose des vélos à la place des voitures de fonction, donc des vélos de fonction. Et aussi, nous, on a une entreprise dans la communauté qui s'appelle Morio. Et en fait, ils font des traceurs GPS et de l'assurance. Parce qu'apparemment, un des premiers freins pour les personnes d'acheter un vélo, c'est de se faire voler. Donc, il y a plein de solutions et d'entreprises qui existent pour favoriser la mobilité à vélo. Donc, c'est cool. Maintenant, on va passer à une question énergie. Donc, avec la chaleur qu'il fait en ce moment, je pense qu'on utilise nos congélateurs pour manger des glaces et stocker des glaçons, etc. Et les congélateurs, on sait qu'il faut penser à les dégivrer de temps en temps. Mais est-ce que, d'après vous, c'est écolo de dégivrer son congélateur ou pas ? Ah oui, je crois qu'il faut le dégivrer parce que si on le fait pas, ça consomme plus d'énergie et du coup, c'est pas du tout écologique. Je pense qu'il doit plus forcer quand on le nettoie pas à un moment donné. Donc, je pense que c'est plus écolo de le dégivrer. Qu'il y ait moins de glace. Okay. Ouais, c'est exactement ça. C'est une très bonne idée même de dégivrer son congélateur. On dit que chaque demi-centimètre de givre augmente la consommation du congélateur de 30%. Et ça arrive assez vite. Pour ouvrir votre congélateur, en général, il y a une couche de givre régulière qui apparaît, et donc ça vaut le coup de le dégivrer dès que vous avez 2 à 3 mm de givre. En fait, ça s'explique parce qu'on a un transfert thermique entre l'air à l'intérieur et le système de réfrigération. Et le fait d'avoir de la glace entre les deux, ça fait un isolant. Donc il faut plus d'énergie pour maintenir la température au même niveau à l'intérieur. Et donc c'est pour ça qu'on dépense plus d'énergie si on a de givre dans son congélo. Allez, ce soir on dégivre les congélos. Parti. Maintenant, question biodiversité. Il y a un défi, c'est de passer un minimum 30 minutes par jour au contact de la nature pendant une semaine. Parce qu'avec nos métiers, on est de plus en plus sédentaires. Et la question c'est, est-ce que vous avez une idée de combien d'heures par jour passent les adultes français en moyenne à des activités sédentaires ? Je crois que 8-9 heures. Plus qu'une journée de travail, parce qu'à mon avis, quand tu rentres chez toi, il y en a plein qui se mettent devant la télé. Ouais, 10 heures par jour. Ah, c'est un bon ordre de grandeur. On est à un peu moins que ça. On est à 6h35 par jour. Alors, je pense que ça dépend des activités, effectivement, de travail. Tout le monde n'est pas forcément, du coup, sédentaire dans son travail. Mais 6h35, du coup, sur 24 heures dans une journée, on est quand même à un quart de notre journée assis, sans bouger. C'est ça la définition. Et ça, non seulement ça a un impact sur sa santé en fait, ça favorise les maladies cardiovasculaires, le diabète, certains cancers. Et en fait, il y a des conseils tout simples qui disent de se lever toutes les 2 heures, ça augmenterait l'espérance de vie. Et du coup, nous, au-delà de ça, on propose, donc, comme tu le disais, Élise, de passer du temps au contact de la nature. Là, le défi, c'est de passer 30 minutes pendant 5 jours, du coup, au contact de la nature, et on peut le faire sur plusieurs moments. Donc, ça peut être le matin, pendant la pause déj ou en fin de journée. Tout simplement d'aller dans les parcs, aller en forêt si c'est possible. Et donc, on propose ce défi. Et après, il y a plein de choses à imaginer. On peut très bien essayer de se dire, OK, cette fois-ci, cette réunion, on est tous là, on n'a pas forcément besoin de se partager, montrer ce que je fais à l'écran, etc. Et on peut aller faire une réunion dehors, en marchant, ou être posé dans un parc. Il y a pas mal de choses à imaginer pour se reconnecter à la nature. Là, on a parlé du coup des métiers sédentaires, on va parler des technologies, puisqu'on les utilise aussi tout le temps. Qui de la Wi-Fi ou de la 4G est la plus polluante ? 4G. Moi, j'aurais dit 4G aussi. Ouais, effectivement, c'est la 4G qui est plus polluante. Ça consomme plus d'électricité pour le même nombre de gigas de données. La Wi-Fi, ça consomme 10 fois moins que la 4G. Et l'ADSL, donc même si on est en ADSL plutôt qu'en fibre, ça consomme aussi moins que la 4G. Et du coup, nous, on a un défi, c'est de couper la 4G pendant 48 heures. Ça peut paraître un peu radical,
Mais en fait, quand je suis chez moi ou au travail, j'ai accès au Wi-Fi et du coup, ça me force à utiliser le Wi-Fi. Et même au-delà de ça, on arrivera à se débrouiller sans 4G. Plus besoin de mon téléphone pour trouver le bon itinéraire. Je vais comprendre où aller. Peut-être envoyer des SMS comme on faisait plus souvent pour retrouver les gens. Ça permet de plus être aussi, en fait, tout simplement sur son téléphone. Maintenant, on va changer complètement de sujet. On va parler de DIY, parce que je pense qu'on a tous déjà essayé d'en faire. Parce que là, du coup, le défi, c'est fabriquer un objet soi-même, un produit ménager, etc. On va parler du coup de dentifrice, là. Parce que dans les dentifrices industriels, il y a un produit qui fait 10% de la composition, qui vient finir sa course dans les eaux, les océans, etc. et qui vient les polluer. Ma question est, est-ce que vous pourriez deviner de quel produit s'agit-il ? C'est 10%. Je sais pas du tout. C'est des produits un peu abrasifs qui aident pour nettoyer du coup les gencives. Ouais, je sais pas du tout. Ok, alors Christian. Alors du coup, ce produit mystérieux, ce sont des microplastiques. Du coup, ils sont utilisés pour, effectivement, comme tu disais, Elise, pour le côté abrasif. Donc il y a 10% de microplastiques qui terminent entre nos gencives et également qui contaminent les eaux. Il faut savoir que les microplastiques, c'est le plastique le plus difficile à traiter et nettoyer parce qu'il est minuscule. Donc c'est tout l'avantage de faire ces produits soi-même, quoi. Et même si on n'arrive pas à le faire soi-même, il y a des alternatives et des produits naturels zéro déchet qui sont proposés. Donc on peut aussi se tourner vers ces solutions-là. Dans le même ordre d'idées, c'est la question vraiment spéciale radin. Est-ce que vous pouvez nous citer un geste écolo qui permet d'économiser de l'argent en même temps que de faire du bien du coup à l'écologie ? Alors, par exemple, pour aller au travail en vélo, les stations Vélib à Toulouse, si on les prend pour le trajet d'au moins 30 minutes, ça nous revient gratuit si on a l'abonnement sur l'année qui coûte à peu près 20 €. Ouais, c'est ça. Ouais. Donc, du coup, ça revient beaucoup moins cher que prendre le transport en commun même et encore moins cher que payer l'essence pour la voiture. Et on a moins peur qu'on nous vole le vélo aussi. C'est vrai, ouais. C'est pas mal. Il faut trouver aussi, je sais pas. Si tu penses pas DIY, fabrication de produits, comme on parlait tout à l'heure. Donc quelque chose qui nous coûterait rien du tout ? Moins cher. Au moins cher ? Pas forcément rien du tout, mais un peu moins cher. Je sais pas si ça coûte aussi cher ou moins cher. Moi, par exemple, j'utilise du savon solide. C'est exactement l'exemple que j'avais aussi. C'est ça. Donc du coup, ça évite d'acheter des contenants en plastique, surtout quand on a des démêlants, des shampoings, etc. Donc c'est déjà plus naturel au niveau de la composition, il n'y a pas de plastique et c'est pas non plus très excessif. Ouais, là, c'est vraiment l'exemple que j'allais donner, parce que du coup tu l'utilises plus longtemps. J'ai lu dans tes pensées. Voilà, c'est ça. Est-ce que tu as d'autres exemples, Christian ? Ouais, il y en a, effectivement, ça marche très bien. Je retiens le Vélib. Moi, je suis un gros adepte aussi des vélos libre service. Je trouve ça très pratique. Effectivement, c'est un bon geste écolo qu'on met pas assez, même qui économise de l'argent. Peut-être pas assez en avant. Et du coup, ouais, il y en a pas mal. Il y a un geste qu'on fait assez rarement, c'est de couper sa box quand on n'est pas là, donc, ou la nuit quand on est en train de dormir. Donc ça diminue notre consommation électrique. Après, il y a plein d'autres gestes. Je dirais que peut-être que le premier geste, ça serait c'est une règle qui existe, la règle des 5 R. Le premier, c'est refuser. Est-ce que j'en ai vraiment besoin? Et si j'en ai pas besoin, je refuse d'acheter. Ensuite, c'est réduire. Donc, pareil. Si j'en ai besoin, est-ce que je peux pas utiliser moins de quantité? Donc, pour n'importe quel objet. Donc, une fois qu'on a réduit, recycler. Recycler, ça va être l'avant-dernier. J'en oublie un. Je dirais recycler et rendre ensuite à la terre. Donc, ça va être composté, etc. Maintenant, une question un peu plus historique, une question à choix multiples. Quelle pratique était le b.a.-ba dans les années 1950 en France? Donc, 3 propositions. Les bouteilles et emballages consignés, le recyclage systématique des bouteilles en verre et l'usage des bouteilles en verre, car il n'y avait pas de bouteilles plastiques à l'époque. Moi, je dirais le 3e. Moi, je dirais le premier. Le premier et le 3e? Ok. Alors, quelle est la bonne réponse? Alors, du coup, c'est les bouteilles et emballages consignés. Donc, en fait, la pratique, elle a complètement disparu en France au profit du plastique. C'est beaucoup mieux de réutiliser une bouteille en verre plutôt que de la recycler ou jeter.
C'était ça le troisième R qui manquait, réutiliser. Voilà, c'est parfait. On l'a retrouvé. Ça permet d'éviter beaucoup d'émissions de CO2. Le processus en fait de recyclage du verre, il est quand même très émetteur, comme un peu tous les autres matériaux, très émetteur en gaz à effet de serre. On propose des défis militants où on va aller en fait suggérer à l'équipe municipale à des bonnes pratiques, des recommandations pour rendre la ville plus écolo. Et donc ça peut être mettre en place le système de consigne. On y revient vachement sur ça aussi. Hein. Les restaurations, on peut aller le Bouche à Louche qui est à côté. Je sais pas si tu connais, à côté de Atom. Place de l'Ormont, tu peux manger le midi, c'est des contenants en verre, même le resto ils le font, ici le Sapiens, et c'est consigné, donc après tu ramènes du coup tes contenants en verre. Et on le fait aussi sur le plastique, les verres sont consignés dans les festivals, les fêtes de village, etc., les férias. Tu peux du coup rendre le verre, alors même si c'est en plastique, du coup tu pourras quand même le réutiliser après nettoyage, mais ouais, ça, on y revient vachement. On n'a plus qu'à aller à la mairie de Toulouse pour leur demander de mettre en place des consignes. Autre question à choix multiples. Combien de CO2 un Français moyen émet-il par an? Donc vous avez 1000 tonnes, 100 kilos, 5 kilos ou 10 tonnes? 10 tonnes. Ouais, je pense que c'est beaucoup. 100 kilos ou 10 tonnes. Allez, je vais dire 5 kilos. 100 kilos, ok. Alors du coup, la bonne réponse est 10 tonnes de CO2 par an. Dit comme ça, c'est pas forcément très parlant. Il faut voir, c'est que si on veut atteindre la neutralité carbone en 2050, il faudrait atteindre 2 tonnes par habitant par an. Donc il faut diviser par 5 notre empreinte carbone. Donc c'est un sacré défi qui est devant nous, mais qu'il faut absolument relever. Il y a un peu d'autopromo. Chez Floqueo, on a mis en place une calculette CO2. Vous pouvez calculer votre empreinte carbone. C'est un geste hyper important pour comprendre en fait quand on fait son calcul d'empreinte carbone personnelle, c'est important de voir en fait là où on peut s'améliorer. Et parfois c'est pas forcément là où on pense. Maintenant il nous reste donc 2 dernières catégories à explorer. Donc la catégorie solidarité. Est-ce que vous sauriez nous dire le nombre estimé, du moins le nombre de personnes qui sont en situation d'isolement en France, c'est-à-dire des personnes qui ont moins de 3 conversations par an, sachant qu'on est environ 68 millions de Français. 5000 personnes. 5000 Je dirais 5 millions. 5 millions, ok, 5 millions. Ah ouais, là on n'est pas sur le même ordre de grandeur là. Je me dis que c'est pas possible qu'il y en ait autant, enfin... Ouais, ça paraît... Je pense qu'on s'en rend pas compte en fait. 3 conversations par an, c'est très très peu, ouais. Du coup, tu vas nous dire ça. Ouais, effectivement, donc il y en a 4 millions. J'étais pas loin. Ouais, bien joué pour la réponse. Par contre, c'est effectivement un chiffre qui est assez triste. Contre ces situations, nous on propose des défis donc dans la catégorie solidarité. Il y en a un qui est donc sur partager une boisson chaude ou un repas avec un sans-abri et échanger. Et est-ce qu'il y a des associations vers lesquelles on peut se tourner pour faire ça? Ouais, il y a pas mal d'associations qu'on peut les remercier. Je pourrais en citer plusieurs. Donc, il y a Entourage, la Chorba, les Escales Solidaires, les Petits Frères des Pauvres. Vous pouvez aussi aller faire des maraudes, comme on dit, avec la Croix-Rouge, qui est une très grosse association très connue. Mais vous pourrez vous trouver pas mal d'associations autour de chez vous qui organisent. Alors, du coup, maintenant, la dernière question, c'est dans la catégorie mythique. Ça parle d'une activité que vous avez peut-être fait à l'école primaire si vous habitiez à la campagne. C'est le land art. Du coup, est-ce que vous savez ce que c'est? Tu me dis land art. Non. Pas du tout. Est-ce que vous pouvez essayer de deviner ce que ça peut être à votre avis? Land art? Ouais, land, donc LND comme paysage, landscapes, et art comme l'art. De l'art avec des objets recyclés? J'ai dit tout à l'heure un indice, c'était que à l'école primaire, si vous habitiez un petit peu à la campagne. Qu'on ramasse des choses de la nature et fait des objets artistiques avec. Ouais, c'est ça. Ouais. Ah. Christian a sûrement une meilleure définition, mais ouais. Ouais, non, mais c'est exactement ça. Voilà, c'est land art. En fait, c'est donc un art qui utilise tous les matériaux que nous offre la nature pour créer une œuvre d'art. Et donc nous, il y a un des défis mythiques donc, qui change à chaque édition, mais qui est de réaliser une œuvre d'art avec les matériaux qu'on trouve dans la nature en équipe. Donc on propose ça vraiment de faire ça à plus de 8 personnes
et de réaliser une œuvre d'art. C'est une façon de sensibiliser les autres, donc ça va être ses coéquipiers avec qui on va faire cette œuvre d'art, et après tous ceux qui peuvent la voir. Ça peut être une activité de team building organisée par Atome. Effectivement. On va aller dans les bois et faire de l'art tous ensemble. Voilà, du coup c'est la fin, on a fait le tour des questions et des 14 thématiques, j'espère que ça vous a plu. Ouais, c'était super. Merci beaucoup. Ouais, en plus on apprend de manière ludique, donc c'est cool. Merci en tout cas d'avoir été avec nous aujourd'hui pour jouer à ce jeu, c'était vachement sympa de faire un épisode un petit peu plus interactif comme ça. Et du coup je vous dis à dans 2 semaines, et puis d'ici là, comme d'habitude, n'oubliez pas de voir le verre à moitié plein. Merci à tous. Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Merci, au revoir. Salut, c'est Elise du montage. Je vous informe que la Team Flokeo participera à la prochaine édition du challenge le 26 septembre. Donc n'hésitez pas à suivre toutes nos aventures en story sur le Instagram de Flokeo.